Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons aujourd'hui consacrer le zoom de la fiscalité aux dispositions fiscales qui sont contenues dans une loi récente du mois d'août, du 10 août dernier, 10 août 2018, alors qui est intitulée « Pour un État au service d'une société de confiance ». C'est ce que communément la presse a appelé la loi sur le droit à l'erreur. Oui, mais enfin, vous voyez, l'intitulé est beaucoup plus ambitieux, l'État pour une société de confiance, au service d'une société de confiance. Alors ici, cette loi est très touffue, très abondante, il y a beaucoup d'articles. Alors ici, je vais faire une brève analyse des articles fiscaux. Enfin, sachez qu'il y a beaucoup plus d'articles, il n'y a pas que les articles fiscaux, en matière d'urbanisme, en matière d'administration générale. Vous voyez, d'une façon plus large, cette loi tente de pacifier un peu, d'améliorer, je dirais, les relations entre les administrations au sens large et les contribuables. Donc on va se focaliser sur les quelques mesures concernant la fiscalité, mesures qui, pour certaines d'entre elles, vous voyez, ne sont pas encore tout à fait en vigueur, mais enfin, en faisant le petit point. Alors, dans cette loi, il y a d'abord des dispositions relatives aux sanctions pour améliorer un petit peu le système des sanctions. Alors, les principales dispositions en la matière. Première disposition, vous savez que la loi, le Code général des impôts, impose une déclaration des commissions et des honoraires qui sont versés, n'est-ce pas? Bon, c'est un article du CGI, l'article 240, qui impose donc à celui qui verse des commissions et des honoraires de les déclarer à l'administration fiscale, de telle sorte, bien sûr, que l'administration fiscale puisse vérifier que le bénéficiaire qui l'a encaissé a bien déclaré. Alors, si cette déclaration n'est pas souscrite, une amende s'applique. Normalement, il y a une amende qui est prévue. Et l'administration fiscale avait déjà depuis quelques années admis quelques mesures de tolérance, c'est-à-dire si on déclare spontanément ou à la première réquisition de l'administration fiscale sous certaines conditions, dans ce cas-là, on pouvait échapper à l'amende. Et donc, la loi confirme, avec quelques précisions d'ailleurs, confirme cette tolérance en disant si on déclare spontanément ou à la première réquisition de l'administration le fait que l'on n'a pas fait ces déclarations pendant les 3 dernières années, on peut régulariser les 3 dernières années, alors dans ce cas donc on pourra bénéficier de l'exonération de l'amende, on sera dispensé de cette amende, alors à condition bien sûr qu'on soit de bonne foi, ça va de soi, mais à condition aussi que l'on puisse attester que le bénéficiaire de ces commissions, de ces honoraires, a bien déclaré ces sommes. Et là, l'administration, dans ses commentaires, les premiers commentaires dans les débats parlementaires, a dit qu'il faudra qu'il y ait une attestation de la part de l'intéressé, disant qu'il a bien déclaré ces sommes. Donc, ici, ce n'est pas une innovation majeure, puisque c'était déjà une tolérance administrative, là, on en ajoute quelques précisions, notamment celles que je viens de vous indiquer. Ensuite, autre mesure favorable aussi pour les sanctions, la possibilité d'obtenir une remise de moitié des intérêts de retard si l'on régularise spontanément des déclarations. Voyez. Alors, cette régularisation spontanée, d'abord, il y a une petite incertitude quant à l'interprétation du texte, parce que lors de débats parlementaires, en particulier au Sénat, il a été indiqué que la régularisation en question doit être spontanée, c'est-à-dire ne doit pas répondre à une demande de l'administration fiscale. Il faut que ce soit véritablement spontané. Les régulations spontanées, vous l'imaginez, ne sont quand même pas légion, enfin, ça peut arriver. Donc si on fait cela, on bénéficiera d'une réduction de moitié des intérêts de retard, mais il faudra s'engager aussi à payer les droits simples, à payer l'impôt, dans les délais qui seront fixés par l'administration fiscale. Alors bon, on verra ce que ça donnera comme résultat, et naturellement, puisqu'il faut s'engager à payer, puis il faut être de bonne foi, puisque de toute façon, comme il s'agit d'un problème d'intérêt de retard, donc il faut que la bonne foi soit reconnue. Donc c'est la deuxième petite mesure concernant les sanctions. Troisième mesure, là aussi, concernant les sanctions,
Il s'agit du défaut de production de certaines déclarations, de certains imprimés. C'est-à-dire notamment des imprimés, vous savez, qui sont annexes aux déclarations de BICIS, le tableau des provisions, le relevé des frais généraux, vous avez aussi le tableau, l'état des plus-values en sursis, oui, et puis les documents en matière d'intégration fiscale. Donc tous ces documents, toutes ces déclarations, s'ils ne sont pas produits en temps et en heure, normalement, il y a une amende. Et alors dorénavant, là aussi, peut-être pour tenir compte de certaines tolérances administratives, il est prévu dans la loi que si on régularise, si on est de bonne foi, si on régularise la première demande, là, on pourra bénéficier aussi de cette exonération de l'amende. Donc ça permet d'améliorer un tout petit peu ceci. De plus, et au fond c'est peut-être lié à cette question des sanctions, pour éviter justement des sanctions, la loi prévoit l'instauration d'un système de rescrit en matière de certaines taxes d'urbanisme. Alors le rescrit, vous savez, on demande à l'administration sa position, et si l'administration répond favorablement, ou même à titre expérimental, la loi le prévoit, que si l'administration ne répond pas dans un certain délai, eh bien, elle est censée avoir accepté. Et donc il s'agit des taxes d'urbanisme, donc comme la taxe d'aménagement, les versements de sous-densité, la taxe pour les bureaux d'Île-de-France, et puis la redevance d'archéologie préventive. Donc dans ce cas, pour les opérations importantes, plus de 50 000 m², sauf d'ailleurs pour le versement pour sous-densité. Donc dans ce cas, on pourra adresser le rescrit, et même l'administration, à titre expérimental, il est prévu que l'intéressé pourra soumettre à l'administration sa position, au fond la réponse qu'il attend du rescrit, et si l'administration a gardé son silence pendant quelques mois, à ce moment-là, elle est censée avoir accepté. Donc ça permettra peut-être de sécuriser un tout petit peu les opérations immobilières qui peuvent être, vous le savez, relativement complexes, parce que les taxes que je viens de citer sont des taxes souvent très très lourdes. Donc ça, c'est la question des sanctions. Ensuite, deuxième volet fiscal que l'on trouve dans cette loi, les prises de position qui engagent l'administration fiscale. Oui. Alors, comme vous le savez, lorsque l'administration fiscale prend position, sous certaines conditions, sa prise de position l'engage et ne peut pas faire de redressement fondé sur une position différente. Alors, sur ce point, la loi apporte deux petites améliorations, petites quand même, petites, mais enfin bon, c'est mieux que rien finalement. Alors, il s'agit d'abord du fait que, jusqu'à présent, la doctrine administrative, uniquement les circulaires administratives, permettait aux contribuables vérifiés de demander à l'administration de prendre position, et auquel cas, après, cette position pouvait engager l'administration. Donc, jusqu'à présent, cette possibilité de demander cette régularisation, lors des vérifications de comptabilité, était donc prévue uniquement dans les circulaires. Donc dorénavant, elle est dans la loi. C'est légalisé. Donc là, maintenant, c'est évidemment plus sûr. La deuxième mesure, toujours sur ces prises de position, la deuxième mesure tente, je dirais, de régler une question qui est souvent débattue lors, en particulier, des vérifications de comptabilité. Ainsi que je vous l'ai dit, vous savez, n'est-ce pas, c'est que la prise de position par l'administration fiscale l'engage. Elle ne peut pas revenir là-dessus. D'où la question. Si l'administration fait une vérification de comptabilité, et si elle ne fait pas de redressement sur tel ou tel point, est-ce que le fait de ne pas faire de redressement, est-ce que ça l'engage pour l'avenir? En disant, vous n'avez pas fait de redressement lors de ce contrôle, par conséquent, vous êtes engagé en quelque sorte, vous ne pouvez pas... Alors, c'était une question qui était souvent débattue, controverse entre l'administration fiscale et puis les contribuables, les vérifiés. Alors là, la loi, je vous dis, tente d'éclairer un tout petit peu la chose, en disant que dorénavant, l'absence de redressement pourra engager l'administration, mais alors sous certaines conditions assez restrictives et qui finalement limitent quand même un peu l'intérêt de la disposition. Or, les conditions restrictives, il faudra que le vérificateur dise dans sa proposition de vérification, dise de manière explicite, écrite, n'est-ce pas, pourquoi il n'a pas fait le redressement, en disant qu'effectivement il n'y avait pas matière à redressement, que l'opération était régulière, etc. Donc il faudra, si le vérificateur ne l'a pas indiqué dans sa proposition de rectification, il n'y aura pas d'engagement de l'administration. Alors,
le problème ici, vous voyez, c'est que dès lors qu'on limite l'engagement de l'administration aux prises de position écrites du vérificateur, le champ d'application de la garantie dépend du vérificateur. Vous voyez, si le vérificateur n'accepte pas, ben voilà, l'administration ne sera pas engagée. C'est le vérificateur, en définitive, qui va délimiter le champ d'application de cette garantie. Bon, c'est mieux que rien, puisque jusqu'à présent, il n'y avait rien, mais enfin, vous voyez, ça limite un peu la portée de cette disposition. Donc ça, c'était les prises de position de l'administration. Troisième volet, troisième série de dispositions dans cette loi, mesures fiscales, je le rappelle, la question, quelques améliorations en matière de contrôle, dans les contrôles. Alors, dans les contrôles, tout d'abord, les régularisations spontanées, qui permettaient, et qui permettent toujours, lors des vérifications de comptabilité, d'obtenir une diminution des intérêts de retard, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lors des vérifications de comptabilité, en matière de vérification, vous voyez la différence avec le premier cas, tout à l'heure, je vous ai parlé de la régulation spontanée en dehors de tout contrôle. Là, lors de vérification de comptabilité, en cas de régulation spontanée, si le contribuable spontanément décidé, peut-être sous la suggestion du vérificateur, d'ailleurs, s'il s'agissait de régulariser, il bénéficiait d'une baisse des intérêts de retard, c'est-à-dire on lui appliquait que 70%. On lui applique que 70% du montant des intérêts de retard. Alors, comme les intérêts de retard sont 0,20 par mois, vous voyez, 70%, ça fait 0,14. Alors, cette possibilité, dans les textes actuels, n'existait que lors des vérifications de comptabilité. Alors, la loi l'étend désormais aux autres contrôles sur pièces notamment, aux autres contrôles qui sont ainsi. Donc ça, c'est une première petite amélioration ici. Alors, deuxième petite amélioration dans les contrôles, c'est le fait qu'on crée un nouveau recours pour le contribuable, là encore sur le parallélisme avec la vérification. Vous savez qu'en matière de vérification de comptabilité, l'on peut saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, le chef de brigade, éventuellement ensuite on peut aller voir l'interlocuteur départemental. Bien, cette possibilité de saisir le supérieur hiérarchique est étendue là aussi aux autres formes de contrôle et ne sera plus limitée aux vérifications de comptabilité, notamment ça pourrait être le contrôle sur pièce. Autre mesure, qui est une mesure plus importante peut-être en pratique, il n'y paraît, parce qu'elle rentre dans un contexte que je vais vous citer rapidement, c'est l'élargissement des compétences de la commission des impôts. Et ce n'est plus une commission départementale, je vous le rappelle, puisque dorénavant, il n'y a plus une commission par département, il y a une commission par ressort du tribunal administratif, ce qui a fait réduire très drastiquement le nombre des commissions. Alors, vous savez, si on replace les choses dans leur contexte, les commissions ici des impôts sont compétentes uniquement sur les questions de fait et non pas sur les questions de droit, puisque ces commissions paritaires, vous savez, les représentants de l'administration et les représentants des contribuables, ces commissions en tout cas ne sont pas des tribunaux, donc ils sont compétents normalement uniquement sur les questions de fait. Mais la loi, déjà, a, depuis quelques années, élargi les compétences sur des questions qui touchent quand même largement le droit. C'est-à-dire, la commission pourra se prononcer sur l'acte anormal, gestion. La commission peut se prononcer également, au terme de la loi actuellement en vigueur, sur le montant et le principe des amortissements et des provisions. Et puis, elle peut se prononcer également sur la question des charges qui devaient passer en immobilisation, c'est-à-dire la distinction entre charge et immobilisation, c'est-à-dire la charge déductible et la dépense qui doit être ajoutée au prix de revient des immobilisations qui ne donnent pas une charge déductible. Et alors, c'est là que la loi prévoit une petite extension de la compétence de la commission en modifiant deux mots simplement. Jusqu'à présent, vous voyez, on disait, peut se prononcer sur les charges relatives aux travaux immobiliers. Dorénavant, on supprime l'expression travaux immobiliers, on dit charge ou immobilisation. C'est-à-dire que la commission pourra apprécier si la dépense était bien une charge déductible ou devait être rajoutée au prix de revient de l'immobilisation. Donc, ne pouvait être déduite que, par exemple, que par voie d'amortissement, il s'agit d'un bien amortissable. Donc, c'est un élargissement des compétences. Alors,
comme je le disais, si je dis un mot du contexte, c'est que finalement la jurisprudence du Conseil d'État va dans ce sens. Et en particulier le Conseil d'État, surtout dans des arrêts récents, vous voyez, interprète de manière relativement large l'expression, le principe et le montant des amortissements et des provisions. Ce qui fait que la Commission peut se prononcer sur des questions qui en définitive touche assez largement à des questions de droit. Donc, vous voyez, 3 petites améliorations. Alors, on y ajoute une 4e et une 5e. Alors là, ce sont des améliorations, je dirais, à terme, hypothétiques, parce que ce n'est pas encore tout à fait sur pied. Alors, d'abord, la 4e amélioration, c'est une expérimentation qui sera tentée pendant 4 ans en principe dans 2 régions, les Hauts-de-France notamment, et puis l'Île-de-France et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, dans ces 2 régions, donc, on va expérimenter pour les PME. Alors, PME, c'est moins de 250 salariés, notamment, vous voyez, donc c'est la PME au sens européen, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde qui est là. Ils vont expérimenter donc une limitation générale de la durée des contrôles. Alors, les contrôles, tous les contrôles, c'est-à-dire non seulement les contrôles fiscaux, mais les contrôles URSSAF, les contrôles droit à la concurrence, vous voyez, tous ces contrôles-là, il est prévu qu'ils ne pourront pas excéder 9 mois sur une période de 3 ans, vous voyez, ce qui permettra aux PME, n'est-ce pas, d'être relativement tranquilles. Alors, évidemment, le problème, c'est que, bon, d'abord, c'est une expérimentation, je dis, dans ces 2 régions, pendant 4 ans. Le problème, c'est que la loi, quand même, comporte des exceptions, ce qui apparaît logique d'ailleurs, en disant que finalement cette limitation ne s'appliquera pas, par exemple, pour vérifier qu'on a bien rempli toutes les formalités en matière d'URSSAF. Il faut évidemment le travail clandestin, les choses comme ça, bien sûr, que ça ne rentrera pas dans cette limitation. Donc c'est une idée, mon Dieu, intéressante. Bien, on verra ce que ça pourra donner dans ces 2 régions. Peut-être qu'au bout de l'expérimentation des 4 ans, elle sera peut-être étendue à d'autres régions. Alors, la dernière amélioration, là, elle aussi, est hypothétique parce que la loi se borne à prévoir le principe de ce que je vais vous résumer et ça sera appliqué, le cas échéant, par voie d'ordonnance. C'est-à-dire que ce sont des ordonnances qui devraient préciser un tout petit peu. Alors, il s'agit là aussi des PME. Pour les PME, essentiellement, la cible, c'est toujours la PME. On verra de manière précise les définitions qui seront retenues par les ordonnances. Alors, les PME pourront demander à être vérifié spontanément, en quelque sorte. Alors, c'est déjà prévu dans la loi la possibilité d'avoir une vérification. Le succès n'est pas à la hauteur des espérances, si vous voulez dire tout de suite, mais enfin bon. Donc, on peut demander à être vérifié. Et donc là, les ordonnances prévoiraient que ces PME pourraient demander ainsi à être vérifiées. Et dès lors, l'administration pourrait les sécuriser en disant, voilà, ce que vous avez fait là est parfaitement valable, et ensuite elle ne pourrait pas revenir là-dessus. C'est ce que la loi et le premier commentaire appellent le label, la labellisation. Vous auriez une sorte de PME labellisée, conforme à la loi, conforme à la fiscalité, vous voyez. Alors, bon, ça, on ne sait pas quel sera le succès de ceci. Encore une fois, il faut attendre les ordonnances d'application. Le principe est prévu, et normalement, les ordonnances devraient intervenir dans les mois qui viennent. Donc, vous voyez, c'est le volet ici, le volet qui est consacré à ces contrôles. Enfin, il y a un dernier volet que l'on peut qualifier de mesures diverses, mesures fiscales diverses. Dans ces lois très touffues, l'administration souvent en profite pour introduire un certain nombre de petites choses. Alors, parmi ces mesures fiscales diverses, on peut en détacher 2. D'abord, une première mesure qui permet d'exonérer, je dirais, certains contribuables de l'obligation de la télédéclaration. Alors, il s'agit, et sa logique, c'est normal, il s'agit des contribuables qui sont domiciliés dans des endroits qui ne sont pas couverts par l'Internet au débit, et donc là, en ce cas, ils seront dispensés de ceci. L'administration l'avait déjà dit, elle avait déjà écrit qu'ils pouvaient être dispensés, c'est logique, puisque s'ils n'ont pas le haut débit chez eux, on les voit, moi, pratiquer ceci. La deuxième petite mesure fiscale diverse, qui est tout à fait différente de la précédente, c'est que dorénavant,
concernant les valeurs foncières qui résultent notamment des mutations immobilières récentes qui ont fait l'objet de la formalité de l'enregistrement, ces valeurs foncières donc pourront être mises à la portée du public. C'est-à-dire le public pourra demander des renseignements sur ces valeurs foncières, alors, ce qui permettra évidemment d'être informé. Et comme le dit l'exposé des motifs de la loi, ça peut contribuer à améliorer la transparence du marché foncier. Oui, c'est une mesure très concrète et pratique, mais mon Dieu, qui n'est pas dénuée d'intérêt. Donc voilà, ça c'est les mesures à caractère fiscal. Je répète ce que je vous disais au début, il y a beaucoup d'autres mesures sur les relations entre l'administration et les citoyens d'une manière générale. Et là, l'administration, d'une manière générale, pas simplement l'administration fiscale, l'administration générale se prépare bien sûr à la numérisation intégrale de l'administration. Donc là, on verra si l'administration conserve quand même son humanité. Voilà qui est une question qui aura sa réponse peut-être dans quelques années. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous prochainement. C'est Contalia. Au revoir.